Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, 70 milliards de dividendes pour l'État. C'est ce que génèrent les entreprises à participation financière publique en 2024. Le ministre du Patrimoine a rencontré les dirigeants sociaux des entreprises publiques pour faire le point. Moussa Sanogo appelle à renforcer le suivi des réformes pour maintenir cette dynamique. La caravane du dimanche de la solidarité était dans la région du Moronou. Plus de 400 ménages dans les départements de Mbato, Bongouanou et Dara ont reçu le soutien du gouvernement. La ministre Belmong Dogo a visité certaines familles en situation de vulnérabilité et d'extrême pauvreté. C'est désormais 80% de taux de couverture des médicaments. La MUGFC et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale signent donc une convention. C'est un pas de plus dans l'amélioration de la prise en charge sanitaire des fonctionnaires et agents de l'État. Vous allez le voir, c'est un soulagement pour les familles. Et puis les rebelles du M23 présents dans l'est de la République démocratique du Congo ont retiré leurs troupes de la ville stratégique de Walikale. Un repli stratégique comme un geste de bonne volonté avant les pourparlers de paix prévus la semaine prochaine avec le gouvernement. La rencontre est prévue à Doha le 9 avril. C'est une amélioration des résultats. 70 milliards de dividendes des entreprises à participation financière publique en 2024. Une information partagée lors d'une rencontre du ministre du Patrimoine avec les dirigeants sociaux des entreprises publiques. Ce cadre de concertation permet de suivre les performances et renforcer la transparence. On en parle avec l'enseigne Bakayoko. Ces échanges, au-delà d'être un exercice d'analyse et de projection, constituent un moment privilégié de réflexion collective sur les défis, les orientations stratégiques et sur les opportunités qui se présentent aux entreprises publiques. Nous nous apprêtons à tracer ensemble les grandes orientations qui guideront notre action dans les mois à venir. Il nous appartient de faire preuve de lucidité, d'ambition et de pragmatisme pour assurer un pilotage efficace de nos entreprises publiques en veillant à améliorer continuellement leur gouvernance, leur performance économique et leur impact social. Sur ce chantier, le portefeuille de l'État est sur une bonne trajectoire avec l'amélioration des outils de pilotage et des résultats comptables. Pour 2024, l'évaluation approfondie des performances des 87 entreprises à participation financière publique, aussi bien sur le plan économique et financier que sous l'angle de la gouvernance, révèle que des dividendes de près de 70 milliards de francs CFA ont été reversés à l'État. Si nous pouvons nous réjouir donc des progrès accomplis, nous ne devons pas perdre de vue les défis qui persistent, à savoir le renforcement du suivi des recommandations des audits, à savoir également la poursuite des travaux de révision des modèles économiques des entreprises en difficulté, aussi l'élaboration de la nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État sur la période 2026-2030. Moussa Sanogo a évoqué d'autres problématiques qui peuvent éroder la capacité opérationnelle des sociétés d'État, notamment les délais de passation des marchés manifestement trop longs pour des secteurs très concurrentiels comme les banques. Des entreprises publiques qui se portent bien, comme l'indique le taux de croissance en 2025 est de 6,7%. La Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international ont fait l'annonce ce vendredi. C'était lors du lancement de la 4e mission d'évaluation des programmes économiques et financiers. Léon Brou. 6% le produit intérieur brut quand l'inflation est réduite à 3,5% et le déficit budgétaire de 1,2% en 2024. L'économie ivoirienne toujours résiliente et robuste selon le ministre des Finances et du Budget. La croissance est estimée à 6,7% en 2025 et connaîtrait une progression moyenne de 6,4% sur la période 2026-2030. L'objectif communautaire de l'UEMOA de consolidation budgétaire sera atteint avec un déficit budgétaire qui se stabilisera à 3% du PIB à partir de 2025. Le taux d'inflation baisserait
en dessous de 3% en phase avec l'objectif communautaire de l'UEMOA. Préserver la stabilité macroéconomique, faciliter la migration de la Côte d'Ivoire vers les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure et améliorer sa résilience au changement climatique. Environ 2500 milliards de nos francs sur la période 2023-2026 et déjà le FMI satisfait. Une croissance estimée à environ 6% en 2024 permettent une nouvelle augmentation significative des revenus par habitant. L'assainissement budgétaire est en bonne voie pour réduire le déficit à 3% du PIB en 2025. Aussi visé par ces programmes, la viabilité des finances publiques, l'emploi jeune, l'inclusion financière. Des raisons de leur bonne mise en œuvre selon le FMI. Le gouvernement, quant à lui, rassure avec le PNND 2026-2030 l'entrée en production de la phase 3 du Champ-Baleine et les recommandations de la présente mission qui s'achève le 9 avril 2025. Une autre rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu la plateforme des syndicats nationaux des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire ce vendredi à son cabinet. L'organisation est venue soumettre ses préoccupations des agents qui demandent une amélioration des conditions de vie et de travail. Nous Sangaré. La plateforme des syndicats nationaux des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire a été reçue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Au cœur des échanges, l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents territoriaux. D'abord, il y a les mesures sociales du chef de l'État. Nous demandons qu'on nous les accorde. Il y a les arriérés des salaires de nos camarades des zones ex-CNO. Il y a la fonction publique territoriale. Il y a la mesure du transport revalorisé. Il y a l'indemnité de départ à la retraite qui est déjà réglée. Et il y a aussi le cas de la police municipale, le décret de la police municipale. Et il y a aussi vraiment les indemnités qui nous courent. C'est vraiment une motion de satisfaction pour nous. Le ministre a salué cette initiative et s'est réjoui du dialogue engagé avec les représentants syndicaux. J'apprécie la démarche qui est la vôtre. Même si elle aurait dû être faite avant, mais j'apprécie la démarche. Parce que ce n'est que dans les échanges, dans le dialogue, qu'on arrive à trouver la solution qui arrange tout le monde. À commencer par vous-même et en passant par le ministère et l'État. A priori, les choses sont en bonne voie. Quand on aura reçu les observations de tous les ministères concernés par vos problèmes et que c'est des tests maintenant qui doivent être adoptés, pour ce qui est des arrêtés, mais aussi pour ce qui est des décrets, comme d'habitude, je les prends et puis je les envoie au gouvernement et puis ça devient, je dirais, force de loi. En marge de cette rencontre, la plateforme qui regroupe cette organisation syndicale a annoncé la tenue d'une journée d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État pour ses actions en faveur des agents territoriaux. Journée qui va se tenir au mois de juin à Boaké, dans la capitale du Béké. D'autres initiatives au niveau de la formation, notamment 16 gestionnaires d'établissements du secteur de l'enseignement technique sont en formation en Chine. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage leur a rendu visite. Kofi Nguessan a profité pour renforcer les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine en matière de formation professionnelle. Envoyé spécial, Issa Tionayo. Cet institut professionnel et technique des industries légères de Tianjin est l'une des étapes clés de la visite du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en Chine. Raison. 16 de nos compatriotes, des gestionnaires d'établissements, sont en formation pour un mois. Kofi Nguessan échange donc avec les responsables de cet institut afin de renforcer la coopération sino-ivoirienne en matière de formation. L'idée, c'est en venant ici en Chine, c'était vraiment de venir saluer les autorités de l'institut qui accueille nos compatriotes, mais aussi pour nous rendre compte de l'efficacité de la formation professionnelle, socle du développement industriel de la Chine. Nous allons pouvoir repartir avec le sentiment que nous avons réussi à sceller ce partenariat entre la Chine et la Côte d'Ivoire, et que pour les années à venir, les partenaires chinois vont nous appuyer, nous accompagner
dans le développement de la formation professionnelle dans notre pays. Le ministre Kofi Nguessan ne manque pas d'expliquer à ses hôtes la vision du président de la République, Alassane Ouattara, pour résoudre la question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Le gouvernement envisage aussi la construction d'une étape intermédiaire dans ces relations, notamment par la construction de 5 nouveaux établissements et probablement 12 établissements suivront, de sorte à avoir une couverture territoriale homogène et faire en sorte que la formation professionnelle se développe davantage au profit des jeunes, comme le souhaite le président Alassane Ouattara. Les gestionnaires ivoiriens, ils s'intéressent beaucoup à l'environnement de cet institut. Ils sont aussi inspirés par de la culture chinoise. Plus tard, on souhaite construire plus d'ateliers de Luban dans votre pays pour voir votre efficacité de formation que vous avez connue en Chine. Pour les apprenants, le déplacement en Chine est bénéfique pour un enseignement de qualité au profit du secteur de l'éducation technique et professionnelle ivoirien. Nous découvrons un grand pays avec des valeurs et avec une projection sur l'avenir. Et donc, la formation que nous faisons nécessairement va renforcer nos capacités pour que nous puissions donc accroître la performance de nos établissements une fois qu'on sera en Côte d'Ivoire. Une visite des locaux de l'Institut permet au ministre Kofi Nguessan de s'imprégner des équipements et normes de formation dont dispose l'établissement chinois. Les responsables sont prêts à assurer la formation des jeunes Ivoiriens. De retour à Pékin, après 48 heures passées à Tianjin, le ministre Kofi Nguessan s'est entretenu avec les responsables de l'atelier Luban, un programme d'aide d'équipement. Dans le secteur de la formation, justement la grève des enseignants au 2e jour. Allons au lycée technique d'Abidjan pour faire le constat. Nos reporters notent une journée normale d'école. Les enseignants sont presque tous à leur poste. On en parle avec Ahmed Traoré. Il est exactement 14h28 quand nous démarrons notre visite de terrain au lycée technique d'Abidjan. Ici règne un calme. Tout se déroule normalement et les enseignants sont à leurs postes respectifs, alors qu'une grève annoncée par plusieurs syndicats d'enseignants pourrait perturber le système éducatif. En première année de BTS, finance comptabilité, gestion des entreprises, les étudiants traitent un devoir de niveau. Ça se passe très bien pour l'instant. Les professeurs sont là, ils assurent leur rôle. Pour l'instant, il y a quelques sujets compliqués, mais on s'en sort. Alain Dadi, professeur d'énergétique et inspecteur principal, nous donne les raisons de sa présence au travail malgré le mot d'ordre de grève lancé par certains syndicats. Aujourd'hui, cela n'a pas été spécifié qu'on ne doit pas venir pour corriger, surveiller les devoirs qui ont été déjà programmés. Donc c'est pour ça que je me suis rendu ici à mon heure de cours. En deuxième année de BTS, Emmanuel Vépon, président du conseil estudiantin du lycée technique d'Abidjan, essaie tant bien que mal de traiter les épreuves de l'examen blanc. Pour l'instant, ça va. Même si les sujets ne sont pas vraiment très faciles, on fait l'effort de travailler. Bon, je pense qu'il n'y a pas eu de perturbation ici. Les examens se déroulent bien depuis le mardi jusqu'à ce jour. Nous faisons confiance aux syndicats qui poursuivent les négociations. Donc nous pensons que tout se passera bien. Pour le censeur de l'établissement, les enseignants montrent leur professionnalisme et leur humanisme en choisissant d'être auprès de leurs étudiants. Il faut dire qu'à notre niveau, tout est normal parce que nous avons des évaluations programmées avant même les grèves. Et depuis mardi, les deuxièmes années de BTS sont en examen blanc. Les premières années font les devoirs de niveau. Madame le proviseur a donné tout ce qu'il faut pour que ces évaluations réussissent. Les surveillants viennent, ils sont à leur tâche et tout se passe bien. Toutefois, le gouvernement a rappelé que des progrès ont été faits en faveur des enseignants.
D'autres progrès également à voir, le G100 présenté aux femmes leaders de Côte d'Ivoire. Euphrasi Kwasi-Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, a organisé un dîner gala, une rencontre pour exposer les opportunités d'investissement pour l'autonomisation des femmes. Ce rendez-vous a mis en lumière le couple de philanthropes indiens Rai avec la participation de la présidente du Sénat, Ahmed Traoré. Explorer des opportunités d'investissement en faveur de l'autonomisation des femmes. C'est le but principal du dîner gala du G100 avec la collaboration de l'UNESCO. Une initiative qui s'inscrit dans une dynamique de diplomatie d'influence et de coopération internationale, visant également à promouvoir l'égalité des chances et le développement durable avec transparence et engagement. Le G100, ce réseau mondial réunissant 100 femmes d'influence dans des domaines stratégiques, a choisi la Côte d'Ivoire comme hub stratégique pour l'Afrique de l'Ouest. And today I'm also looking for 100 top leaders. Toutes les femmes ce soir, j'aimerais vous faire comprendre que vous êtes toutes importantes et que vous avez tous des potentiels à développer. Donc, je suis dans l'attente de pouvoir identifier ces femmes leaders afin que nous puissions avoir une communauté forte de G100 en Côte d'Ivoire, solidaire, unie et un réseau de femmes puissantes tout simplement. Euphrasi Kwasi-Yao, membre du G100, y occupe une fonction stratégique en tant que présidente chargée de la sensibilisation des premières dames du monde. Une opportunité qui s'offre à elle pour porter la voix de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Au cours de mon séjour en Inde, j'ai beaucoup parlé de ce que le Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire fait, des possibilités d'investissement en Côte d'Ivoire, qui est une terre d'opportunités. J'ai multiplié les visites et moins de 3 semaines après, nous rencontrons ce couple, qui est un couple milliardaire d'investisseurs dans tous les domaines économiques, des universités, des hôtels, de l'éducation. Et ils ont décidé de venir en Côte d'Ivoire pour prospecter. La cérémonie a pris fin avec la distinction de 20 personnalités, hommes et femmes ayant apporté une contribution significative au bien-être des femmes et à la prospérité du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Allons voir maintenant l'Office national de l'assainissement et du drainage qui veut donner une valeur marchande aux produits traités sur les stations de traitement des boues de vidange. Une rencontre organisée pour présenter les opportunités de développement du marché des sous-produits dans 17 villes du pays. Plusieurs acteurs impliqués dans le domaine y ont pris part. Grâce Kando. La gestion durable des matières de boues de vidange a conduit l'Office national de l'assainissement et du drainage à envisager une approche d'économie circulaire permettant de générer des ressources financières tout en réduisant la pollution. Pour ce faire, une étude de marketing stratégique sur les opportunités dans 17 villes de la Côte d'Ivoire ont été réalisées. Le cœur de notre préoccupation, c'est la professionnalisation de la filière de transport et de dépotage des boues de vidange. Il faut valoriser ces boues. Aujourd'hui, les premières stations sont fonctionnelles. Les boues sont enlevées par les populations pour aller enrichir des cultures de rente. Donc ça a de la valeur. Aujourd'hui, la gestion des boues de vidange, il faut penser à l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'il ne faut plus voir les déchets comme quelque chose de mauvais qu'il faut jeter, mais comment il faut l'utiliser. Une bonne gestion des boues de vidange, c'est la santé. En les valorisant, ça crée des emplois. Plus de 300 000 cubes de boue sont traités et 200 tonnes de biosolides sont produits par an sur les 6 stations fonctionnelles de traitement de vidange. Des initiatives qui bénéficient de partenaires. Nous avons fait ensemble la stratégie de l'assainissement non collectif, qui a un plan d'action riche, et nous sommes en train de faire aujourd'hui que cette étude de marché stratégique pour tout ce qui concerne la valorisation des stations de boues de vidange qui ont été construites et en projet, donc spécifiques pour chaque ville. 14 autres stations de traitement de boues de vidange sont prévues. Selon le directeur général de l'ONAD, les travaux vont démarrer dans les prochains mois.
Et donc allons à Yamoussoukro maintenant dans la capitale politique. Les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire formés à la gestion du domaine foncier urbain et la mise en œuvre des réformes du ministère de la Construction. Ouverture dans la capitale politique d'un séminaire initié par le gouvernement. Le ministre Bruno Nabagné-Koné et son collègue de l'Intérieur de la Sécurité ont invité les participants à s'approprier ces réformes. Kader Sogodogo. Comment régler définitivement l'épineux problème du foncier urbain? Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, s'y emploie. Des réformes ont été initiées dans ce sens, 5 au total. L'heure est à l'appropriation de certains acteurs majeurs. Au nombre de ceux-ci, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Un séminaire s'est ouvert à leur endroit, à Yamoussoukro. Ce sont des sachants. Ce sont des personnes qui s'appuient sur nos us et coutumes, mais qui ont l'obligation d'entrer dans le droit moderne qui est celui de notre pays. Nous voulons les entendre sur comment nous pouvons faire cette transition-là, sans heurts, et surtout de façon à donner la sérénité à tous les acteurs qui sont dans le secteur de la gestion du foncier urbain. L'adhésion des têtes couronnées sera sans faille. Une déclaration de soutien du président de la Chambre est lue dans ce sens. Le séminaire de ce jour est l'occasion d'évoquer notre rôle et notre responsabilité, ouvrir certainement la voie à la collaboration et à des stratégies visant à corriger les anomalies et à apporter des solutions constructives et durables pour la préservation de la sécurité de notre pays et la confiance en nos documents. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, attend beaucoup de ce séminaire. Je vous invite donc à jouer pleinement votre rôle en étant les relais actifs des réformes engagées par l'État. Votre sensibilisation et votre adhésion aux nouvelles orientations en matière de gestion foncière urbaine sont nécessaires pour garantir la sécurisation foncière et assurer un développement harmonieux de nos villes. Rôle et responsabilité des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dans la gestion du domaine foncier urbain et la mise en œuvre des réformes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est le thème de ce séminaire. Nous vous le disions, et ça y est maintenant, l'autonomisation de la femme donc, qui est en marche dans le pays, la Côte d'Ivoire solidaire, également en action, la région du Moronou a bénéficié de la caravane du dimanche de la solidarité. C'est un appui aux personnes en situation de vulnérabilité et d'extrême pauvreté. Plus de 400 ménages dans les départements de Mbato, Bongouanou et Ara ont reçu des vivres et un soutien financier. La ministre Belmont Dogo a porté ses actions dans la localité. Vous allez le voir avec Michel Mambo, la caravane a sillonné la région de jour comme de nuit. Une forte poignée de main qui en dit long sur le grand bien que lui procure cette visite des plus inattendues. La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est chez elle. Les bras chargés de vivres, de non-vivres et de numéraires, Miss Belmondo Dogo apporte à Akwa Dongo l'assistance du gouvernement. La vieille dame ne peut qu'esquisser des pas de danse pour exprimer sa reconnaissance. Le dimanche de la solidarité est dans le Moronou. Dans le cadre de cette activité, matérialisation même de la solidarité du gouvernement en faveur des populations défavorisées, Miss Belmondo Dogo sillonne la région au contact des plus vulnérables. De Mbato à Ara, en passant par Bongouanou, une vingtaine de familles visitées. Financement en vue de création d'activités génératrices de revenus, appui psychologique, prise en charge médicale, relogement, prise en charge scolaire. En plus de vivres et de non-vivres, chacune de ces familles reçoit l'assistance du gouvernement selon le besoin exprimé. Au total, nous avons 23 ménages ciblés parmi les plus vulnérables. En majorité, les ménages visités ont été d'office sur la liste du nouveau ciblage qui commence en principe à partir du lundi pour le programme des filets sociaux. Nous avons décidé que ces ménages-là, sur cette liste-là, pour permettre à ces ménages pendant 3 ans de recevoir les 36 000 francs, mais surtout de recevoir l'accompagnement et la formation qui leur permettra d'avoir une activité génératrice de revenus qui leur permettra de pouvoir se prendre en charge. Pour ceux qui ne répondent pas aux critères, nous avons un projet qui consiste à offrir aux ménages vulnérables pendant toute une année
des vivres et non-vivres chaque mois. Outre ces 23 ménages visités, plus de 400 familles vulnérables de la région du Moronou ont reçu l'assistance du gouvernement, cela à travers des cérémonies de remise officielle de vivres, de non-vivres et de numéraires en présence des autorités locales. Dans ce prolongement de la solidarité, désormais donc 80% le taux de couverture des médicaments, la MUJFC et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale signent une convention pour la mise en œuvre de la décision. Un soulagement pour les familles, des travailleurs, des détails avec Sephora Zegui. C'est un jour historique pour les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Le taux de couverture des médicaments passe à 80% dans le cadre du régime complémentaire obligatoire. Cela s'est traduit par la signature d'un arrêté entre la tutelle et le PCA, président du conseil d'administration de la MUJFC. Chers mutualistes, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez qu'à payer 20%. À travers cette décision historique, le conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider démontre sa volonté d'œuvrer au quotidien pour une meilleure prise en charge médicale des mutualistes. Cette réforme qui va changer la donne en matière de couverture santé est le fruit d'une gestion rigoureuse et d'une collaboration efficace avec la couverture maladie universelle. L'arrimage MUJFC-CEMU a permis d'optimiser les ressources et d'améliorer les prestations. À travers cette réforme, la MUJFC trace la voie. Elle montre à toutes les autres mutuelles qu'il est possible de s'allier à la CMU tout en renforçant sa capacité de couverture. La MUJFC ne s'arrête pas là. Elle a également mis en place des actions concrètes pour améliorer l'accès aux soins, comme la digitalisation des services et la signature de partenariats avec des établissements sanitaires. La Mutuelle Générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire trace la voie et montre qu'il est possible de concilier performance et solidarité pour le bien-être de tous les fonctionnaires et agents de l'État. Et dans l'actualité politique ce soir, le contentieux sur la liste électorale prend fin demain, samedi 5 avril. Pour rappel, les réclamations ont démarré le 22 mars dernier. Il reste donc encore quelques heures. Eh bien, vous pouvez vous rendre dans les commissions électorales locales. Et allons sur le terrain politique. Les militants du RHDP basés aux États-Unis renforcent leur soutien au président Alassane Ouattara. Lors d'une rencontre à New York, les responsables locaux mettent en avant les actions des développement du président de la République. Un reportage de Ami Sissoko. Les militants du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix RHDP basés aux États-Unis se mobilisent en vue de la présidentielle d'octobre 2025. Pour eux, le président Alassane Ouattara reste le choix idéal pour porter les couleurs du parti. À New York, les responsables locaux du RHDP mettent en avant les actions de développement menées par le président. J'ai vu des infrastructures renaître sous mes yeux. Les routes ont été réhabilitées et prolongées, facilitant la circulation des biens et des personnes. Le développement des infrastructures énergétiques a fait de la Côte d'Ivoire un exportateur régional d'électricité. Les militants du RHDP aux États-Unis, par ma voix, souhaite que son Excellence M. Alassane Ouattara, président du parti, soit notre candidat pour les élections à venir. Les militants bénéficient du soutien des cadres du parti, dont le consul général de Côte d'Ivoire à New York, Inza Kamara, et de la ministre Nassine Touré, membre du directoire du RHDP. La politique, c'est le bon choix, et ce bon choix, chers militantes et chers militants de New York, c'est le choix de la continuité assurée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Quand vous avez un président de la trempe d'Alassane Ouattara, il peut réaliser ce qu'on doit réaliser en 30 ans, en 15 ans. Vous ne vous posez pas de question de quel nombre de mandats, combien de nombre de mandats un tel homme doit faire. Vous vous posez la question plutôt de savoir qu'est-ce qu'il peut encore faire pour la Côte d'Ivoire. Lors de cette rencontre, le docteur Jean-Rémy Conan, homme d'affaires et président du parti, le changement est possible, a annoncé son adhésion au RHDP.
Pour lui, le président Alassane Ouattara est un modèle à suivre et à soutenir pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, pour terminer, les rebelles du M23, présents dans l'est de la République démocratique du Congo, ont retiré leurs troupes de la ville stratégique de Walikale. Pour le mouvement, c'est un repli stratégique comme un geste de bonne volonté avant les pourparlers de paix prévus la semaine prochaine avec le gouvernement. La rencontre est prévue à Doha le 9 avril. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend que c'est la puisette qui annonce le manque d'eau dans le puits. Dieu le voulant, on se retrouve demain.